Dans cette dernière partie, nous entendons Benoît Labourdette, un homme pour l'égalité, il est cinéaste, et nous clôturons la grande conversation. Vous êtes cinéaste-réalisateur. Oui, je suis cinéaste et dans le domaine de l'audiovisuel, le festival de Cannes, on n'y est pas du tout, au festival d'Avignon. C'est vraiment très très faible. Alors, juste pour vous dire, moi, en tant qu'homme, en fait, pourquoi je me suis toujours représenté depuis très très longtemps comme féministe. Il y a, je sais pas, 25 ans, quand je disais que j'étais féministe, je me suis fait beaucoup insulter par des femmes qui me disaient que c'était n'importe quoi. Moi, j'ai, juste pour dire, dans ma biographie, enfant, on me prenait beaucoup pour une fille. Enfant, j'ai subi beaucoup de violences de garçons, en fait, d'humiliation, etc., parce que j'étais pas dans le moule, dans le modèle machiste, en fait, finalement. Et du coup, ce que je voudrais juste dire, je vais vous parler un peu de mes expériences d'action culturelle et d'engagement dans les actions culturelles en tant qu'homme, mais du coup, je voudrais juste vous parler de ma représentation de... Finalement, pour moi, c'est pas tant la question des hommes et des femmes, c'est la question d'un système de pensée qui est le patriarcat, en fait, et qui peut être intégré, comme tu viens de le dire, autant par des hommes que par des femmes, de façon inconsciente, parce que c'est une culture qui nous est transmise. Et il y a notamment un beau livre de Lucille Pétavin qui s'appelle comment il s'appelle Le coup de la virilité, voilà. Et du coup, pour moi, ce sont des assignations. Et en fait, le patriarcat, à titre personnel, voilà comment je le vois, c'est un système de domination, en fait, sur des critères, le critère sexué, on va dire. Mais en fait, il y en a plein d'autres, des systèmes de domination. Et pour moi, le patriarcat, c'est finalement l'un des systèmes de domination. C'est pas du tout pour en minorer l'importance, mais la hiérarchie, par exemple, la hiérarchie autoritariste, c'est aussi un système de domination qu'on voit beaucoup dans le système éducatif, par exemple, la domination économique, la domination raciste, la domination culturelle avec des hiérarchies culturelles. Donc, pour moi, si vous voulez, l'enjeu de tout ça, c'est un enjeu de démocratie, finalement, un enjeu d'égalité, un enjeu de droit humain et pas de droit de l'homme, je précise. Et finalement, moi, il y a un outil que j'utilise, voilà, dans mon métier, qui est d'œuvrer dans le champ de la culture. C'est ce qu'on appelle les droits culturels des personnes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est-à-dire respecter l'identité des personnes. C'est la culture au sens anthropologique du terme, la culture dans ce qui nous constitue. Et du coup, pour rejoindre aussi ce que tu disais, Camille, moi je me rends compte à quel point c'est difficile dans mon propre travail. Souvent on me demande des articles et dans mes références, j'y pense pas, et c'est vrai que ce sont des noms d'hommes qui me viennent au départ, même dans ma bibliothèque. Enfin, c'est complexe. Dans les collaborations, les questions de parité, c'est vrai que ça demande un effort, ça demande comme le dirait le psychologue Olivier Houdet, d'apprendre à résister. En fait, c'est ce qu'il appelle la résistance cognitive dans les neurosciences, c'est résister contre ces réflexes de pensée. En fait, ce qui nous vient automatiquement, on résiste contre soi-même et puis on essaie de faire autrement. On va donner la parole à Benoît. Connexion neuronale, et oui, ça demande de l'énergie. Et du coup, dans les actions que comme vous l'avez vu, je vous ai proposé quelque chose d'un petit peu ludique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Travailler sur, par exemple, le male gaze, comment on représente le corps féminin, ce qu'on appelle le regard masculin. Il y a un excellent livre d'Iris Bray qui s'appelle Le regard féminin, que je vous conseille vivement, sur comment les images construisent aussi des représentations. Et puis, par exemple, moi, je peux faire des films où, par exemple, il y a un homme qui est là, qui est filmé et qui répond à une interview, mais en fait c'est une femme qui est derrière la caméra et qui fait la voix, et lui il fait juste bouger les lèvres. Donc finalement c'est la femme qui pilote le discours de l'homme, et ça fait des choses très ludiques, très drôles. Ou alors faire parler des objets qui sont féminins. Alors on filme un objet et puis on lui donne de la voix, et il parle de sa discrimination. Mais donc qu'on soit un homme ou une femme, on se met dans la peau d'un personnage féminin qui a été discriminé pour cette raison-là.
Donc il y a plein de choses comme ça ludiques qu'on peut faire. Et voilà, après, juste, allez, je vous donne une dernière référence, il me reste 5 secondes. Comme moi, j'œuvre aussi beaucoup dans le champ du numérique. Est-ce que vous connaissez le nom de l'inventeuse de l'informatique? Car c'est une femme qui a inventé l'informatique en 1842, Ada Lovelace. Voilà, je vais donner une petite référence. Très bien, ça on ne savait pas. Mais Benoît, quand même, je vais vous poser une première question. C'est-à-dire, vous vous êtes fait engueuler, ou je ne sais pas comment dire, enfin bref, par des femmes quand vous avez dit que vous étiez féministe, mais les hommes, quelles étaient les réactions des hommes, des autres hommes? Étonnamment, j'ai pas eu de réaction, mais je peux comprendre que, parce qu'il y a aussi une sorte de perversion du patriarcat, et moi qui peut me guetter, comme vous le comprenez, c'est-à-dire que un homme qui se dirait plus féministe que les femmes, en réalité, il est à nouveau en train de reproduire un système de domination. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ça qu'on m'a renvoyé, à mon avis. Pour qui je me prends, de toute façon, je suis privilégié. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que le féminisme, c'était... J'ai des femmes qui m'ont dit, mais moi, je suis... à l'époque, on disait pas masculiniste, mais hoministe. Moi, je suis pour les hommes, je suis pour l'inégalité, etc. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, parce que quand même, d'après ce qu'ont dit nos premières invités, et là encore, en fait, on n'est pas dans une guerre. On est simplement dans une visibilisation des femmes, une sorte d'égalité, oui, tout bonnement. Et puis, que les hommes se rendent compte peut-être aussi. Juste pour moi, c'est vraiment un combat pour l'égalité, en fait. Et l'égalité, elle est au bénéfice de toutes et tous. C'est pas personnellement tel que je le vis, je me sens pas en lutte contre, enfin c'est pas la lutte des hommes contre les femmes, c'est la lutte contre un système de pensée, encore une fois, et pour qu'il y ait plus d'égalité. Et allez, je vous donne une autre citation, une anthropologue allemande, Heide Gunther Abendroth, qui a publié un magnifique livre qui s'appelle Les sociétés matriarcales et qui produit une hypothèse, mais qui est très réfutée dans le domaine de l'anthropologie, qui est principalement un domaine masculin, qui produit l'hypothèse à partir de recherches que, par exemple, c'est pas l'homme préhistorique, et que finalement il y a des tombes avec des femmes entourées d'armes, etc., et que en fait les sociétés auraient été toutes matriarcales jusqu'à il y a moins 5000 ans. Matriarcal ne veut pas dire pouvoir aux femmes opposé aux hommes. Matriarcal veut dire égalitaire, en fait. Et que c'est à partir du moment où les terrains se sont restreints, où il a fallu aller faire la guerre pour conquérir des nouveaux territoires, c'est les hommes qu'on a envoyés faire la guerre. Et du coup, le patriarcat, dans son hypothèse, c'est une hypothèse, le patriarcat s'est vraiment construit sur la violence, en fait. Patriarcat égale violence dans les théories, ce que je trouve très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Allez-y pour vos questions et vos interventions. Oui, une question. Oui, va. D'abord, désolée parce que j'ai déjà parlé, donc désolée de monopoliser la parole. Moi, je serais intéressée d'avoir votre avis, monsieur, sur une opposition que j'entends régulièrement. Moi, ça m'énerve beaucoup, j'ai mon avis sur la question et ma réponse, mais j'aimerais bien avoir la vôtre. On me dit parfois, il faut que tu arrêtes de dire féministe, il faut que tu dises humaniste. Si tu veux vraiment l'égalité, il faut dire humaniste. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question de l'utilité du festival de films de femmes de Créteil. Moi, je pense que peut-être un jour, on pourra dire humaniste, mais aujourd'hui, on est dans le combat. Donc moi, je suis peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, à mon avis. Une autre question, là. Oui, c'est pas tellement une question, c'est juste un événement que je veux souligner, qui est quand même une très grande année, qui a été maintenant l'année dernière, qui est le prix Nobel qu'a obtenu Annie Ernaux.
Et c'est le 16e, nous sommes très fiers de dire que nous avons le plus grand nombre de prix Nobel, même si les Américains le contestent en disant Mistral, ça compte pas parce qu'il écrivait en provençal. Mais il a fallu quand même attendre le 16e pour que ce soit une femme. Le prix a échappé à Duras, à Yourcenar, à Colette peut-être, je sais pas, à tant d'autres, hein. Mais en même temps, je voudrais dire combien elle a été l'objet d'agressions, de violences, alors évidemment qui étaient largement politiques, mais bien entendu, à côté de l'islamo-gauchiste qui sert beaucoup ces temps-ci, il y a eu l'hystéro-gauchiste, bien entendu, mais enfin, je crois quand même que c'est quand même un grand moment pour la littérature féminine, pour la littérature française et pour cette femme que, on le sait, j'admire beaucoup. D'accord, merci. Merci, il fallait le dire. Anne-Sophie. Micro, je crois que j'ai pu. Oui, juste, c'était la même chose exactement. Alors, évidemment, c'est pas le Nobel, mais c'est quand même l'année précédente avec Brigitte Giraud sur le prix Goncourt, que moi, Vivre vite, que personnellement, ce qui est un livre qui m'a bouleversée, et à qui on a reproché la fameuse petite musique de la suspicion de l'intime, c'est-à-dire que comme si l'intime pouvait pas. Et je pense que c'est exactement pareil. Annie Ernaux et Brigitte Giraud, leur force, c'est que leur récit intime est politique. Parce que en plus Annie Ernaux c'est vraiment une autrice politique en réalité. Il est politique et Brigitte Giraud c'est pareil. Il est sociologique aussi dans le Goncourt qu'elle a eu pour Vivre vite. Simplement effectivement c'est un autre regard et une autre manière de raconter les choses qui n'est pas celle des lunettes du patriarcat. Et donc si c'est pas le regard qu'on connaît plus traditionnellement masculin, alors effectivement on nous dit tout de suite que c'est l'intime et qu'il n'a pas valeur d'universel. Une autre question ou un commentaire? Ah, nous allons conclure alors. Alors, je crois que nous avons été très, très nourris ce soir par vos interventions, que ce soit dans la peinture ou dans le spectacle vivant. Et puis toutes ces questions sont finalement capitales parce que ça remet en cause tout un fonctionnement dont quelquefois nous ne sommes pas conscients, je crois, vous en avez vous-même témoigné, et que peut-être cette conscientisation va œuvrer pour plus d'égalité, bien sûr, et plus de visibilité, bien sûr, des femmes, des artistes femmes, des peintresses, et des metteuses en scène, des dramaturges, des comédiennes, etc. Il faut lire Eliane Viennot, qui est une linguiste extraordinaire, Eliane Viennot, qui parle très bien de ça, de l'importance effectivement de dire ces mots. La plupart existaient déjà, ont été totalement, soit carrément retirés par ces messieurs de l'Académie française. Enfin voilà, Eliane Viennot, vraiment, je vous recommande, c'est une linguiste super. Et moi, je trouve que c'est très important, en fait, le langage inclusif dont il s'agissait tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières fois que je disais le mot autrice dans des rencontres publiques comme celle-ci, je sentais un frisson absolument. Non, mais c'est vrai, il fallait être en vrai, il fallait être courageuse en fait pour y aller, pour dire autrice, parce qu'on sent on sentait que directement on se chopait l'hostilité de la moitié de la salle, et que la suite de ce qu'on allait dire allait être vue par le prisme de cette chose-là, d'avoir osé dire autrice, et fallait faire avec ce frisson qui parcourait la salle. Ça y est, on a gagné à la radio, au service public, etc. Tout le monde dit autrice, plus personne dit c'est moche, parce qu'en fait c'est juste une question d'habitude. L'oreille n'avait pas l'habitude, et on sait tout de suite de quoi on parle. Et pardon, c'est moins moche que auteureux si on y va. Ah ben oui, bien sûr. Et maintenant nous attendons la déclaration des droits de l'être humain et du citoyen. Ça serait encore mieux. Alors, je vous invite bien sûr à consulter notre site parce que nous allons publier les textes de nos invités. Je vous invite aussi à écouter sur West Radio en podcast les entretiens et la petite série éphémère de Catherine Desormières. Elle est aussi en podcast nommé Invisible, intitulé Invisible. Je vous invite aussi à aller à la librairie pour acheter le livre de Ludivine Gaillard et regarder les livres de Karine Chichereau et de prendre la plaquette de HF Normandie qui a l'air prodigieusement intéressante. Voilà. Merci à vous. Merci.